Vous êtes-vous déjà perdu dans un mensonge? Un petit mensonge, au départ sans conséquence, et qui s'étend, se tisse et finit par englober toute votre réalité. C'est arrivé à un homme qui, à force de s'enfoncer dans le mensonge, va perdre le contrôle de sa vie et pour s'en sortir va commettre l'impensable. Alors si aujourd'hui je vous parlais de Jean-Claude Roman, le faux médecin qui a massacré toute sa famille, ça vous intéresse? Aux alentours de 4 heures du matin, un incendie éclate au domicile des Romans, situé à Prèves-Saint-Moïns, dans l'Ain. De la fumée noire, épaisse, s'échappe par les fenêtres, mais les flammes ne semblent pas avoir entièrement englouti la structure. Il ne faut qu'une dizaine de minutes aux pompiers pour arriver sur place. Les pompiers vont très rapidement pénétrer à l'intérieur de la maison et trouver un homme encore en vie. Semi-conscient, allongé au sol, mais relativement indemne. Il va être évacué et transporté à l'hôpital. Les pompiers continuent leur progression et tombent sur le corps d'une femme, avec le crâne fracassé, sans doute dû à l'éboulement du toit de la maison. Elle, contrairement à l'homme, est décédée. Mais le pire est à venir quand les pompiers tombent sur les corps de 2 enfants, qui ont perdu la vie également. Les victimes sont Florence Roman et ses enfants, Antoine 7 ans et Caroline 5 ans. Et Jean-Claude Roman, son mari, qui lui a été transporté à l'hôpital, mais ses jours ne sont plus en danger. Seulement, comment Jean-Claude Roman va-t-il réagir lorsqu'il va reprendre conscience? Personne ne souhaite se poser cette question un jour. La famille de Florence est contactée. Puis c'est au tour de la famille de Jean-Claude. Mais ses parents ne sont pas immédiatement prévenus. Ils sont âgés, ont des problèmes de santé. Les membres de la famille pensent qu'il serait plus judicieux de se rendre sur place pour les prévenir et les accompagner. Seulement, ils ne répondent pas au téléphone, et lorsqu'on frappe à la porte, ils ne se manifestent pas non plus. On décide alors de pénétrer à l'intérieur de la maison pour s'enquérir de leur état. Et en rentrant dans la maison, ils découvrent une scène d'horreur. Aimé Roman, le père de Jean-Claude, est retrouvé gisant dans une mare de sang, abattu dans le dos. Anne-Marie Roman, sa mère, est également retrouvée morte, tuée de la même manière. La maison est intacte, pas d'incendie, pas de mise en scène. Tout indique un double meurtre délibéré et froidement exécuté. Les parents de Jean-Claude ont probablement été tués par surprise sans avoir eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait. La manière dont les meurtres ont été exécutés indique une intention claire d'éliminer des témoins potentiels. Les voisins et amis des parents Romans sont sous le choc. Aimé et Anne-Marie étaient perçus comme des personnes aimantes et aimables, fiers de leur fils unique et de sa carrière prodigieuse. Les enquêteurs trouvent sur place des douilles de fusil, d'une carabine 22 long rifle, dont le fusil qui a servi à les tirer est toujours sur place, propre et rangé. Une enquête en parallèle est menée au domicile de la famille Roman. Les pompiers constatent rapidement que le feu ne s'est pas propagé naturellement. Les enquêteurs notent que les flammes se sont concentrées sur certaines pièces et objets précis, comme si quelqu'un avait délibérément tenté de créer plusieurs points d'inflammation. Malgré l'utilisation apparente de produits inflammables, le feu n'a pas eu une puissance suffisante pour détruire entièrement la maison. L'incendie semble avoir été planifié pour simuler un accident, mais il a été mal exécuté. Alors donc ils en sont sûrs, l'incendie est de cause criminelle, et les corps des victimes sont autopsiés pour connaître les véritables raisons de leur mort. Les 2 enfants ont été tués par les tirs d'une carabine 22 long rifle. Durant leur sommeil, les enfants ont reçu des tirs à bout portant dans la tête. Les autopsies ont révélé qu'ils sont morts instantanément, ou presque, ne leur laissant aucune chance de survie. Florence, elle, a été tuée en recevant des coups répétés à la tête avec un objet contondant, comme un rouleau à pâtisserie ou un objet similaire en bois. Les lésions crâniennes indiquent une extrême violence, provoquant une mort rapide mais non instantanée. Elle aurait été attaquée dans la chambre à coucher, probablement par surprise, ce qui indique une action préméditée. Les experts médico-légaux en ont conclu que les meurtres ont été réalisés en l'espace de quelques heures seulement. D'abord Florence, puis les enfants, puis les parents de Jean-Claude. Le timing et l'absence de lutte chez toutes les victimes indiquent donc bel et bien un acte prémédité. La carabine utilisée, une arme courante et discrète, a été choisie pour sa précision et sa capacité à tuer rapidement. Alors très vite, l'attention de la police va se tourner vers un suspect
qui paraît assez évident, Jean-Claude Roman, le père de famille. Contrairement à ce que l'on aurait attendu d'une personne prise au piège dans un incendie, Roman était étonnamment indemne. Bien qu'ayant inhalé de la fumée, ses blessures étaient superficielles, ce qui a intrigué les enquêteurs. Il portait également des traces de somnifères, une tentative d'overdose qui semblait évaluée, mais non létale. Oh, comme par hasard. Mais pourquoi soupçonner Jean-Claude Roman? Pourquoi aurait-il fait ça? Le tableau était pourtant parfait. Une femme aimante, 2 beaux enfants, et une situation plus qu'enviable. Jean-Claude Roman était un brillant médecin, d'autant plus qu'il travaillait pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Du moins, c'est ce qu'il a prétendu durant de nombreuses années. Jean-Claude Roman est le fils unique d'Aimé Roman, un employé de l'Office national des forêts, et de Anne-Marie Roman, une femme au foyer dévouée. La famille vit dans un environnement rural paisible à Clairvaux-les-Lacs. Ses parents sont décrits comme des personnes aimantes, mais également très attachées aux valeurs traditionnelles. Le travail, le respect de l'autorité et la discrétion. Enfant, Jean-Claude était perçu comme timide, réservé et parfois maladroit dans ses interactions sociales. Très jeune, il a une tendance à vouloir plaire et éviter tout conflit. Certains témoins diront plus tard qu'il semblait chercher désespérément l'approbation de ses parents, ses proches et de toutes les personnes l'entourant. Jean-Claude est un élève moyen qui ne se démarque ni par ses réussites, ni par ses échecs scolaires. Il suit une scolarité relativement classique et obtient son bac sans difficulté majeure. Il est souvent décrit comme un garçon solitaire et introverti, préférant les livres et les études aux activités de groupe. Malgré tout, il est perçu comme sérieux et appliqué par ses professeurs. Cependant, une certaine peur de l'échec semble déjà présente. Après le baccalauréat, Jean-Claude Roman s'inscrit à la faculté de médecine de Lyon, en 71. C'est durant cette période qu'il va entamer une relation amoureuse avec Florence, une cousine éloignée. Non, je vais pas faire de blague. Non! Jean-Claude et Florence vont faire leurs études en même temps. Florence en pharmacie et Jean-Claude en médecine. Lorsque Jean-Claude Roman s'inscrit à la faculté de médecine de Lyon en 71, il semble suivre le parcours classique d'un étudiant sérieux et appliqué. Pourtant, dès la première année, un événement marque le début d'une spirale infernale de mensonges. Car au cours de sa première année d'études, Jean-Claude échoue à un examen crucial. Cet échec, loin d'être rare, dans une filière aussi exigeante que la médecine, aurait pu être surmonté par une simple redirection ou une nouvelle tentative. Mais pour Jean-Claude, cet échec est perçu comme insurmontable et humiliant. Il craint non seulement de décevoir ses parents, mais aussi de perdre l'image de l'étudiant brillant qu'il voulait projeter. Alors Jean-Claude va mentir. Au lieu de suivre des cours ou de passer des examens, Jean-Claude passe ses journées à errer dans les couloirs de l'université ou dans les bibliothèques médicales. Il consulte des ouvrages médicaux pour alimenter ses mensonges et maintenir son image d'étudiant modèle. Avec le temps, il prétend réussir des examens et commence à mentir sur des stages, et ce jusqu'à prétendre avoir obtenu son diplôme de médecine. Après avoir menti sur son échec, il réalise qu'il peut convaincre son entourage avec des explications plausibles. Plutôt que d'affronter la vérité, il s'enferme dans un cycle de dissimulation constante, chaque mensonge en appelant un autre. Donc après avoir prétendu mener de brillantes études de médecine, Jean-Claude Roman va, en toute logique, prétendre être devenu médecin. Mais pour que le mensonge soit crédible, il va alors faire croire à son entourage qu'il a été embauché par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et ce n'est pas pour rien. Déjà, le prestige de l'OMS, qui est une organisation internationale respectée et reconnue dans le monde entier, travailler pour elle inspire immédiatement le respect et l'admiration. Mais ce n'est pas la seule raison. Contrairement à un médecin qui exerce en cabinet, dont les patients et les collègues pourraient facilement vérifier son statut, un chercheur international bénéficie d'une certaine opacité professionnelle. Pas de patients, pas de rendez-vous réguliers. Un médecin en cabinet voit quotidiennement des patients et doit prouver ses compétences médicales à travers ses consultations. Cela aurait demandé à Roman des connaissances pratiques qu'il n'avait pas. En tant que chercheur à l'OMS, Roman pouvait facilement justifier ses absences prolongées, ses déplacements fréquents et le caractère confidentiel de ses travaux. Contrairement à un cabinet médical où des amis ou des proches auraient pu passer le voir, l'OMS lui offrait une couverture parfaite, car il pouvait prétendre que l'accès à ses bureaux était restreint et sécurisé. Cela a donc permis à Roman
de créer l'illusion durant 18 ans. Alors ça, du coup, on arrive à le comprendre. Mais alors, il faisait quoi, Roman, en vrai? Parce qu'un médecin, ça gagne quand même relativement bien sa vie. Comment est-ce qu'il s'en sortait financièrement? Roman faisait croire à ses proches qu'il avait accès, via son poste à l'OMS, à des placements financiers extrêmement avantageux et exclusifs. Et les gens à qui il en parlait voulaient vraiment participer. Ils lui confiaient donc leur argent. Et au lieu d'investir réellement cet argent, il l'utilisait pour mener son propre train de vie. Les transactions se faisaient souvent en liquide ou via des virements sans justificatif précis. Il ciblait en priorité ses proches et ses amis, ceux qui avaient le moins de raison de douter de lui. Ses parents et ses beaux-parents lui ont confié des sommes considérables, persuadés que leur argent était placé dans des produits financiers sûrs et lucratifs. Roman jouait sur les liens affectifs et la confiance aveugle que sa famille lui portait. Il remboursait parfois de petites sommes pour maintenir la confiance et rassurer ses créanciers. Les personnes qui l'escroquaient étaient donc des proches, qui lui faisaient une confiance aveugle et ne lui demandaient pas de preuves écrites. Une personne en revanche va se montrer un peu plus pressante pour récupérer son dû. Son beau-père, le père de sa femme, qui va donc demander à Jean-Claude son argent pour pouvoir s'acheter une nouvelle voiture. Il est où mon argent? Il est où mon argent? Il est où mon argent, gros? Il est où mon argent? Cependant, le 23 octobre 1988, Pierre Crollet, son beau-père, succombe à une chute dans les escaliers. Et il se trouve que Roman était le seul témoin de l'accident à ce moment-là. Suite à la mort de son beau-père, la maison va être vendue. Et l'argent de la vente de la maison va être confié à Jean-Claude pour être placé à un taux avantageux. Mais personne ne s'apercevait de rien. Jean-Claude Roman était perçu comme un homme exemplaire, respecté et apprécié par son entourage. Pour sa femme Florence, Roman était un époux dévoué, affectueux et un père aimant pour leurs 2 enfants. Il participait aux activités familiales et paraissait pleinement engagé dans l'éducation de Caroline et Antoine, ses enfants. Il se présentait comme le pilier financier et moral de la famille, ce qui renforçait la confiance que Florence avait en lui. Et pour ses parents, Aimé et Anne-Marie, ils étaient extrêmement fiers de lui. Ils voyaient en Jean-Claude l'aboutissement d'un parcours exemplaire, d'autant plus qu'il était leur seul fils. Chaque matin, Roman quittait le domicile, en tenue professionnelle, pour simuler une journée de travail ordinaire. Il partait souvent très tôt et revenait très tard, renforçant l'idée qu'il menait une carrière exigeante. En réalité, Roman passait la plupart de ses journées à tourner en rond en voiture, conduisant sans but précis dans la région. Il s'arrêtait dans des cafés et lisait des journaux ou se promenait dans les bois pour tuer le temps. Il se renseignait tout de même sur l'actualité médicale, lisait des revues ou des ouvrages sur la médecine pour pouvoir être crédible. Et c'était le cas, car lors d'un dîner où un cardiologue était présent, l'homme aurait déclaré à propos de Roman, à côté d'un type comme lui, on se sent tout petit. Encore une fois, Roman était très crédible. Et cela, ça va lui donner une idée. Il va prétendre avoir accès à un médicament expérimental révolutionnaire, destiné à soigner des maladies graves, notamment le cancer. Il affirmait que ce traitement était réservé aux patients de l'OMS et qu'il n'était pas encore disponible sur le marché public. Et qui ça va intéresser? Un de ses oncles, qui était atteint d'un cancer et qui lui achetait la gélule 15 000 francs. Et sans surprise, il va finir par décéder. Fils de pute, FILSDE-PUTE. Ces mensonges avaient fait de lui quelqu'un de très important et apprécié, ce qui l'a contraint à toujours plus les cultiver. Mais tôt ou tard, ces mensonges allaient finir par le rattraper. Pour vivre, il faut de l'argent. Comment faire pour avoir de l'argent? Soit je travaille et à ce moment-là j'ai un salaire, soit je ne travaille pas, j'essaye d'en trouver là où il y en a. Donc il en a trouvé là où il y en avait, en l'occurrence auprès de ses parents, puisqu'il avait la main sur les comptes de ses parents. Et puis ensuite, il a usé de stratagèmes pour, notamment auprès d'un oncle qui avait un cancer, lui faire croire qu'il pouvait lui trouver un médicament plus ou moins miracle, moyennant finance. Donc on voit le côté machiavélique de la personne, mais qui est jusqu'au boutiste pour arriver à ses fins et avoir de l'argent. Proposer des placements, comme son job était en Suisse, en disant, compte tenu de mon statut de travailleur à l'OMS, je peux vous permettre d'avoir des placements intéressants à 16%. Paraître un peu bonhomme, comme ça, inspirant une confiance totale,
comme à la pêche, il mettait j'allais dire un appât au bout de l'hameçon, il attendait que les poissons arrivent. Ses finances s'amenuisaient et l'argent qu'il empruntait à sa famille commençait à s'épuiser. Le compte bancaire de ses parents sur lequel il avait procuration est bientôt dans le rouge. Et sa maîtresse, à qui il a emprunté 900 000 francs, commence à avoir des doutes. Oui, en plus il a une maîtresse. Mais quel connard, ce type! Pour qu'on ne lui pose pas trop de questions, il simule un cancer. De cette manière, il attire la pitié, et les gens ont des remords à réclamer de l'argent à quelqu'un qui se dit mourant. Mais ça ne peut pas durer éternellement. Roman s'est retrouvé au bord du gouffre. Son épouse Florence commença à douter de lui, questionnant ses absences et ses explications floues sur son travail. La possibilité qu'elle découvre la vérité et qu'elle l'expose à leurs proches a fait naître chez Roman une peur panique, nourrie par un mélange de honte, de narcissisme et de l'incapacité à affronter la réalité. En décembre 1992, ma sœur savait qui était Jean-Claude Roman et qu'il n'était pas l'homme qu'elle pensait aimer et qu'il n'a jamais été l'homme qu'elle pensait aimer. Et je pense que ça a été un effondrement qui s'est vu lors du Noël 1992 qu'on a passé ensemble chez eux, puisqu'elle était triste, elle n'avait pas le même entrain d'habitude. C'est dans cet état d'esprit à la fois désespéré et calculateur qu'il a pris une décision irréversible, celle d'éliminer tous ceux qui auraient pu découvrir son mensonge, et qui représentaient à ses yeux un miroir insoutenable de son échec. Pour lui, cette solution, aussi radicale soit-elle, devenait le seul moyen d'éviter de perdre le contrôle de sa vie. La peur de l'exposition, l'incapacité à se confier, et la certitude qu'il ne pourrait jamais reconstruire sa vie autrement qu'en effaçant ses proches, ce passage à l'acte, glacial et méthodique, s'est nourri d'une logique perverse. Roman pensait peut-être protéger sa famille de l'humiliation publique, tout en s'épargnant lui-même la confrontation à ses propres failles. C'est cette spirale mentale, faite de déni et d'une incapacité à demander de l'aide, qui va transformer un imposteur en assassin. Il allait éliminer sa famille. À 8h du matin, Jean-Claude Roman s'arme d'un rouleau à pâtisserie et entre dans la chambre où sa femme dort encore. Il va alors frapper Florence à la tête avec une violence inouïe, cherchant à l'assommer rapidement. La première attaque ne suffit pas et il va continuer ainsi jusqu'à ce qu'elle perde la vie. Après avoir tué sa femme, Jean-Claude Roman ne montre aucun signe de panique ou de désarroi. Il va passer une partie de la matinée à regarder des dessins animés avec ses enfants. Une cassette des 3 petits cochons. Ce moment d'apparente normalité n'est qu'une pause avant qu'il ne prenne la décision d'assassiner également ses enfants. Pendant qu'il regardait la télévision, il semble qu'il n'ait rien laissé paraître. Ses enfants, âgés de 7 et 5 ans, ne pouvaient pas s'imaginer qu'ils étaient en présence d'un père qui venait d'assassiner leur maman et qui planifiait leur propre mort. Il va d'abord amener sa fille dans sa chambre, prétendant qu'elle avait de la fièvre. Il va mettre un oreiller sur sa tête et l'abattre à bout portant avec sa carabine. Et c'est au tour de son fils d'être amené dans sa chambre et d'être également abattu à bout portant. Cet acte, commis dans le calme apparent qui avait caractérisé ses gestes depuis le début, s'inscrit dans sa volonté d'effacer toute trace et conséquence de son imposture. Après les massacres, il sort de la maison comme si de rien n'était. Il effectue des activités banales, telles qu'acheter le journal et passer à la pharmacie. Il est rapporté qu'il a croisé des voisins ou des connaissances à qui il a parlé sans montrer le moindre signe de stress ou d'angoisse. Il se rend également dans des lieux publics, comme s'il voulait maintenir une routine extérieure sans éveiller les soupçons. Son attitude calme et son comportement routinier donnaient l'impression qu'il n'avait rien à cacher. Il va ensuite rentrer tranquillement chez lui et téléphoner à ses parents, et leur proposer d'aller venir déjeuner chez eux, ce qu'ils acceptèrent avec joie. Il va alors rouler les 80 km qui les séparent, et arriver chez eux en début d'après-midi, comme il avait l'habitude de le faire certains dimanches. Sa mère Anne-Marie prépare le repas, et tout se passe normalement, dans une ambiance familiale, sans tension apparente, ni aucun signe de ce qui allait se passer ensuite. Après le déjeuner, Roman va dire à son père qu'il a remarqué une odeur étrange à l'étage. Ils vont donc monter, et là, Aimé Roman est abattu par balle à bout portant, probablement sans avoir eu le temps de comprendre ce qui se passait. Sa mère, Anne-Marie, est tuée peu après. Bien qu'il soit possible qu'elle ait eu le temps de réaliser ce qui se déroulait, il n'y a aucun signe de lutte ou de résistance.
Jean-Claude a agi avec une efficacité froide, comme s'il avait prémédité ses gestes depuis longtemps. Avant de quitter la maison de ses parents, Roman va s'avancer vers leur chien et l'abattre à son tour pour que sa fille puisse avoir un compagnon qui sera à ses côtés dans l'au-delà. Puis il prend son véhicule direction Paris. Roman propose à sa maîtresse de l'accompagner à un dîner avec le ministre de la Santé de l'époque, Bernard Kouchner. Cette invitation sert de prétexte pour la rencontrer en privé. Roman vint la chercher en voiture. Pendant le trajet, il prétendit s'être perdu. Un stratagème visant à l'éloigner des lieux peuplés. Une fois dans une zone isolée, il arrêta le véhicule, sous prétexte de demander son aide pour retrouver leur route. C'est à cet instant que son comportement changea soudain. Il sortit une corde et tenta de l'étrangler. La surprise fut totale pour sa victime, mais elle parvint à résister, se débattant avec une énergie désespérée. Voyant qu'elle ne cédait pas, Roman sortit un spray de gaz lacrymogène et l'aspergea. Cependant, dans la confusion, elle réussit à se débattre et sortir du véhicule. Face à cet échec inattendu, Roman changea de stratégie. Il prétendit que tout cela était une énorme erreur, un moment de faiblesse qu'il regrettait. Il joua la carte de la manipulation émotionnelle, s'excusant abondamment. Déstabilisée et encore sous le choc, sa maîtresse accepta de monter à nouveau dans la voiture. Il la ramena chez elle, comme si de rien n'était, lui demandant de ne pas parler de l'accident. Il va rouler toute la nuit, jusqu'à rentrer chez lui où l'attendaient les corps de sa femme et de ses enfants. Et il va s'installer dans le canapé et regarder la télé pépouze. C'est arrivé au soir qu'il va commencer à répandre de l'essence dans la maison, avaler des somnifères et mettre le feu. Nous voilà donc au moment où les pompiers extirpent Roman de l'incendie. Lorsque Jean-Claude Roman se réveille, il est placé sous surveillance médicale et policière. À ce moment-là, les enquêteurs ont déjà commencé à relier les éléments troublants autour de lui. Ils savent que les corps de Florence et des enfants ont été retrouvés dans la maison incendiée et que ses parents sont morts dans leur domicile, tués par balle. Roman devient immédiatement le principal suspect. La police contacte alors l'OMS pour en apprendre plus sur le médecin. Et surprise, personne ne connaît de docteur Jean-Claude Roman. Tout le monde est sidéré. Il n'est pas médecin. Toute sa vie n'est que mensonge. Au début, Roman reste évasif. Il semble fatigué mais calme. Les enquêteurs notent cependant son manque d'émotion ou de réaction face aux questions sur la mort de sa famille, ce qui les renforce dans leur conviction qu'il est l'auteur des crimes. Progressivement, les policiers le confrontent aux incohérences de ses réponses. Acculé, Roman finit par admettre les meurtres, mais il reste détaché, expliquant ses actes avec une froideur troublante. Durant les interrogatoires, un des aspects les plus troublants de l'affaire émerge. Roman n'est pas médecin. Il n'a jamais travaillé pour l'OMS, contrairement à ce qu'il avait prétendu pendant 18 ans. Cette révélation laisse les enquêteurs, et plus tard le public, stupéfaits par l'ampleur de sa double vie et de son imposture. Monsieur extrêmement gentil, sympathique, il avait de bonnes relations avec tout le voisinage. Pour moi, c'est incompréhensible parce que c'était vraiment un type sympa et doux. Je ne peux pas comprendre ce qui s'est passé. Et tous les gens du voisinage pourront me dire que c'était un type vraiment sympathique. Ce qui s'est déclenché, je ne peux pas le comprendre. Les policiers décrivent Roman comme coopératif, mais émotionnellement distant. Il semble détaché des atrocités qu'il a commises, parlant de ses crimes, presque comme s'ils étaient inévitables. Lorsqu'il explique ses motivations, il mentionne la peur d'être découvert et la honte insupportable que cela aurait entraîné. Son absence de remords visible intrigue les enquêteurs et les experts qui l'analyseront plus tard. Certains parlent d'une dissociation psychologique, tandis que d'autres voient en lui une personnalité narcissique et manipulatrice, obsédée par le contrôle de son image. Ou alors c'est un connard. C'est aussi une explication. Les aveux de Jean-Claude Roman lors des interrogatoires constituent une étape clé dans l'enquête. Ils permettent aux autorités de reconstituer la chronologie des meurtres et de comprendre les motivations derrière ces actes. Ces aveux révèlent également la tragédie de sa vie d'imposture. Un homme qui a bâti sa vie sur des mensonges, au point de choisir la destruction totale plutôt que d'affronter la vérité. Ce moment où il se réveille et commence à être interrogé marque aussi le début de l'effondrement de l'image qu'il avait soigneusement constituée. Pour la première fois, il ne peut plus fuir la réalité, ni se cacher derrière ses mensonges. Le procès de Jean-Claude Roman, qui s'est déroulé du 25 juin au 6 juillet 1996, devant la cour d'assises de l'Ain, à Bourg-en-Bresse, a attiré une immense attention médiatique.
Il s'agissait non seulement de juger un quintuple meurtre, d'une atrocité rare, mais aussi de percer les mystères d'un homme qui avait bâti sa vie sur une imposture pendant près de 2 décennies. Le procès s'est ouvert dans une ambiance pesante, avec une salle comble. Les familles des victimes, les proches et les médias étaient présents pour tenter de comprendre comment un homme pouvait en arriver à tuer tous ceux qu'il disait aimer. Jean-Claude Roman est apparu calme et impassible, vêtu sobrement. Ce détachement apparent a marqué tout le procès, alimentant l'incompréhension et le malaise. Les proches de Florence Roman, notamment ses frères, ont exprimé leur douleur et leur incompréhension face à l'ampleur des mensonges de Jean-Claude. Ils ont également décrit la confiance aveugle que la famille avait placée en lui sans jamais soupçonner ses impostures. Les psychiatres et psychologues ont joué un rôle important dans le procès, tentant d'expliquer sa personnalité. Ils ont décrit Jean-Claude Roman comme profondément narcissique, incapable d'affronter la vérité et ayant vécu dans un état de déni pathologique. Certains experts ont évoqué une sorte de dissociation psychologique qui lui permettait de compartimenter ses crimes et sa vie d'imposture. Lors du procès, Roman a reconnu l'intégralité des faits. Il a expliqué que les meurtres étaient motivés par son incapacité à affronter la révélation imminente de ses mensonges. Il craignait que son imposture soit dévoilée, ce qui aurait selon lui plongé sa famille dans la honte. Cependant, il a eu du mal à exprimer des regrets ou à montrer des émotions. À plusieurs reprises, il a été concentré sur l'absence de souvenirs visibles, ce qui a alimenté le sentiment qu'il restait détaché de ses actes. Le 6 juillet 1996, Jean-Claude Roman est reconnu coupable des meurtres de toute sa famille. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans, ce qui signifie qu'il ne pourrait demander une libération conditionnelle qu'à partir de 2015. Et oui, malgré l'horreur de ses actes, Jean-Claude Roman est potentiellement libérable. Et vous savez quoi? Il a été libéré. T'énerve pas maintenant, je t'explique. Après avoir purgé 22 ans de sa peine, période incompressible selon le jugement, Roman a déposé une demande de libération conditionnelle. La justice a évalué son comportement en détention, son projet de réinsertion et les garanties offertes pour limiter tout risque de récidive. La libération conditionnelle a été acceptée par le tribunal de l'application des peines, malgré l'opposition de certains proches des victimes et de la société civile. Les juges ont estimé qu'il ne représentait plus aucun danger pour la société. À sa libération en avril 2019, il a été accueilli dans une abbaye bénédictine où il vivait sous la surveillance des moines. Et il lui est formellement interdit de contacter la famille de sa femme. Il a également été placé sous contrôle judiciaire, avec l'obligation de se présenter régulièrement devant les autorités pour évaluer son comportement. Depuis sa libération, Jean-Claude Roman a quitté l'abbaye où il avait trouvé refuge. En 2022, sa libération conditionnelle a été transformée en libération définitive. Il réside actuellement, selon les sources, dans un petit village de l'Indre, dans un cadre discret pour éviter tout scandale public. Les autorités judiciaires continuent de surveiller ses activités de manière indirecte. Bien que les mesures de contrôle soient associées, les habitants du village où il vit sont informés de son passé, mais son quotidien est tenu à l'abri des regards médiatiques. Les actes de Jean-Claude Roman demeurent l'incarnation d'une cruauté inouïe et d'une trahison impensable envers les siens. Le meurtre méthodique de sa femme, de ses enfants et de ses parents, motivé par la peur de voir son imposture dévoilée, dépasse l'entendement et suscite une profonde révolte. Ces crimes ont laissé des familles dévastées et une nation choquée par l'ampleur du mensonge et de la tragédie. Pourtant, après 26 années passées en détention, Jean-Claude Roman a purgé la peine qui lui avait été imposée par la justice. Sa libération en 2019, bien que controversée, s'inscrit dans les principes fondamentaux de notre système judiciaire, qui inclut la possibilité de réinsertion pour les condamnés, même pour les crimes les plus graves. Accepter sa réinsertion dans la société ne signifie pas minimiser l'horreur de ses actes, ni effacer la douleur qu'ils ont provoquée. C'est un défi moral et émotionnel pour chacun, particulièrement pour les proches des victimes. Mais c'est aussi un rappel de la force des valeurs sur lesquelles repose la justice, la possibilité de payer sa dette envers la société et de retrouver une forme d'humanité, même après avoir commis l'impensable. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire constructif, à laisser un like et à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.